fond de latte. Ils étaient officiellement séparés. Elle avait porté plainte contre lui pour violence. Mais il lui a demandé de lui accorder une dernière chance. Et elle a eu tort de l'accepter. Voici l'histoire de Laetitia Emery, qui disparaît un matin de réveillon le 1er janvier 2020 à Brignoles, dans le Var. Je la débrieferai avec maître Hervé Andréani, avocat du meurtrier. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Ondelat. À titre personnel, ne m'en voulez pas, mais je déteste les réveillons. Le chapeau pointu, les langues de belle-mère, le foie gras, les huîtres, les bûches qui dégoulinent de crème, les embrassades à minuit, les bonnes années qui n'engagent à rien. Stop! D'autant que le réveillon que je vais vous raconter est un réveillon pourri jusqu'à la moelle. Happy New Year! Tu parles? Ça se passe à Brignoles, dans le Var, le 1er janvier 2020. Il est 1h45 du matin. Une maman qui s'appelle Laetitia Emery appelle ses 4 enfants restés à la maison pour leur souhaiter bonne année. Coucou mes chéris, bonne année. Tout se passe bien mes amours? Ouais, tout va bien maman. T'es où? Je suis à Toulon avec mes copines. T'as un peu picolé maman, non? Ben oui, hein. C'est le réveillon, hein. Et voilà, elle raccroche. Et les 4 marmots vont se coucher. Les 2 aînés de 15 et 16 ans, leur petit frère de 12 ans, et le petit dernier qui n'a que 5 ans. Bonne nuit, les petits. Bonne nuit. Le lendemain matin, quand toute la smala se réveille, Laetitia n'est pas rentrée. Ça les étonne un peu, les gamins. C'est une maman en poule, Laetitia. Pas trop le genre à planter ses gamins. Plutôt le genre, au contraire, à tout sacrifier pour eux. Depuis que le père est mort, il n'y a plus qu'eux qui comptent. Elle a même pris un boulot pas facile. Femme de chambre dans un hôtel pour être sûre qu'il ne manque de rien. C'est pas normal qu'elle ne soit pas rentrée. Et ça n'est pas normal non plus qu'elle n'ait pas appelé. Mais bon, c'est le 1er janvier. On va lui laisser un peu de temps. Elle arrivera dans la matinée. Et puis c'est tout. En attendant, à table, c'est l'heure du petit-déj. La matinée s'écoule et Laetitia n'est toujours pas rentrée. L'aîné l'appelle sur son portable. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Il tombe à chaque fois sur sa messagerie. Et puis la nuit tombe. Et maintenant, il est 18h. Les enfants ont contacté les copines de leur mère. Elles ne savent pas où elle est. Alors ils appellent leur mamie. Bah non, elle nous a pas appelés. T'as raison, hein, c'est inquiétant. Il y a un truc que tu peux faire tout de suite, c'est lancer un avis de recherche sur Facebook. Et tu demandes aux gens de le partager. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, t'as raison, on va faire ça. Et surtout, hein, t'oublies pas de mettre sa photo. 18h, 19h, 20h, 21h, l'avis de recherche fait son chemin sur Facebook. 0 retour. À 10h moins le quart, les gamins se disent c'est bon, on appelle les gendarmes. Ils arrivent tout de suite et ils tombent sur ces 4 gamins un peu perdus. Elle est partie hier vers 18h. Elle nous a dit qu'elle allait passer le réveillon avec des amis. Et après, je l'ai eu au téléphone vers 1h30, 2h moins le quart. Elle nous a souhaité la bonne année. Et depuis, plus rien, quoi. Et elle vous avait dit qu'elle rentrerait à quelle heure? Elle avait dit dans la matinée. Bon, dans l'immédiat, il faut trouver quelqu'un pour s'occuper de ces pauvres gosses. Leur grand-mère, la mère de Laetitia, arrive pour prendre les choses en main.
À partir de là, que font les gendarmes? Quel est leur premier réflexe? Allez, mes petits colombos de sous-préfecture, allez, on est dans le classique, là. Le portable de Laetitia. Où a-t-il borné cette nuit? Alors, à 14h12 précisément, l'appareil accroche une antenne relais du boulevard Cuneo à Toulon. Et depuis, plus aucune connexion, quoi. Hein. On s'en doutait, puisque depuis hier soir, on tombe sur sa messagerie. Mais ça ne nous dit pas où elle a passé son réveillon, et encore moins avec qui. Mais heureusement, pendant ce temps-là, les messages postés sur Facebook par les gamins et la grand-mère ont continué de mouliner. Et ça commence à porter ses fruits. J'ai vu cette femme le soir du réveillon, au Dakota. Le Dakota, vous dites? C'est un resto de Toulon. Il y a de la musique. Elle était seule? Ou elle était avec quelqu'un? Elle était avec un homme, un chauve, le crâne rasé. Rien d'autre? Non, je vois pas. Un chauve. Est-ce qu'il y a un chauve dans l'entourage de Laetitia? Ah ben, il n'y a qu'à demander aux gamins. Un chauve? Un homme avec un crâne rasé? Oh ben, c'est Michael. D'accord? C'est qui, ce Michael? Ben, c'est l'ex de maman. Mais normalement, ils sont plus ensemble depuis au moins 2 mois. Hein. Elle a fait son réveillon avec lui. Elle nous avait dit qu'elle allait avec des copines. C'est bizarre. Et la grand-mère livre le nom de ce Michael. Michael Reynaud, un carreleur de 37 ans qui habite à Lacroix, tout près de Toulon. Et effectivement, avec Laetitia, ils sont officiellement séparés depuis 2 mois. Elle ne le supportait plus. Et en plus, il la battait. Elle a même porté plainte contre lui pour des violences conjugales. Laetitia a donc passé sa soirée de réveillon avec un type dont elle était séparée parce qu'il la battait. Et depuis, elle a disparu. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Le 2 janvier au matin, Michael Reynaud se retrouve face aux gendarmes. Pas en garde à vue, mais à titre de simple témoin. Et il confirme. Il a bien passé la soirée du 31 avec Laetitia. Et on est allé au Dakota, et après on avait réservé une chambre d'hôtel en face du Fort Saint-Louis. Il y a quelque chose que je comprends pas. Vous étiez séparés avec Laetitia. Et on a arrêté de vivre ensemble parce que ça allait pas bien entre moi et ses enfants, enfin les plus grands. Petit, ça allait. Mais on continue à se voir. Hein. Donc ce soir-là, vous dînez au Dakota et vous avez réservé une chambre d'hôtel. Comment ça s'est passé à l'hôtel? Elle n'y est pas allée, en fait, à l'hôtel avec moi. Parce qu'après le resto, on s'est engueulé dans la voiture, elle a ouvert la porte et elle s'est barrée, quoi. Ça s'est passé si vite qu'elle a même oublié son portable. Et après, moi, je sais pas où elle a passé le reste de cette nuit. Hein. Sincèrement désolé de ne pas pouvoir vous aider. On voudrait croire que vous êtes sincèrement désolé, monsieur Michael Reynaud. Mais le problème, c'est qu'il y a cette plainte. Cette plainte que Laetitia a déposée contre vous au mois de novembre, c'est-à-dire au moment de votre séparation, et qui n'est pas, disons, vraiment à votre avantage. Il y est question de violence régulière de votre part, à un rythme moyen d'1 fois tous les 3 mois. Elle dit aussi dans sa plainte que ça s'est toujours passé devant les enfants. Et elle dit encore qu'eux aussi, vous les avez battus, monsieur Reynaud. Les gamins. Bon alors, j'ai pris connaissance de la plainte. Elle a détaillé les éléments qui l'avaient amené à porter plainte ce jour-là. Elle a évoqué 2 gifles. Raconté qu'en retour, elle lui avait cassé un verre sur la tête et que lui avait répondu par 5 ou 6 coups de poing au niveau du visage. Alors, elle n'avait pas de traces de coups, seulement une bosse, mais elle a fourni un certificat médical. Le médecin a constaté un œdème au niveau du cuir chevelu fronto-pariétal droit. Et puis, il a noté aussi une plaie sur les lèvres au regard des incisives supérieures et inférieures. Eh bien, dis donc, il a pas loupé, le con. Attends, c'est pas fini. Ça n'est pas fini, en effet. La suite est d'une effroyable perversité.
Laetitia a raconté aux gendarmes que ce qu'il avait décidé à porter plainte contre Michael, c'est qu'au moment de leur séparation, l'autre s'était mis à la faire chanter. Écoutez bien, il l'aurait menacé d'envoyer au fils aîné des vidéos de parties de jambes en l'air avec sa mère. 16 ans. Il menaçait d'envoyer à un gamin de 16 ans des vidéos de sa mère en train de s'envoyer en l'air avec lui. Et vous savez quoi? Eh ben le pire, c'est que le jour de la rupture, il l'a fait. Il l'a fait, le con. Est-ce qu'on peut croire une minute que cet homme s'est engueulé avec Laetitia vers 1h du matin la nuit du réveillon et qu'ensuite, il en sait rien. Franchement. Quoi qu'il en soit, on se met à la chercher avec des chiens, avec des hélicoptères, des battus. On fait semblant de croire qu'elle pourrait être prisonnière quelque part. Mais en vérité, c'est un cadavre qu'on recherche. On de la raconte, la suite de votre récit. En remontant le compte en banque de Laetitia, on découvre que c'est elle qui a payé l'addition au Dakota. 131 €. Ça s'est passé à 1h31 du matin. Et le patron du resto a des choses à raconter. Je me souviens très bien d'eux. C'était pas la lune et le miel entre eux. Ils ont commencé par se disputer à table. Pour vous dire, à un moment, il a attrapé la dame par les cheveux, il y a même des clients qui sont intervenus pour les séparer. Et alors, après dîner, ils sont allés au bar. Et à un moment, il a attrapé son verre de vin, il l'a fracassé par terre. Là, je l'ai foutu dehors, quoi. Mais elle est restée. Mais lui, je l'ai dégagé, normal. Hein. De toute façon, je vais vous montrer les vidéos. Vous verrez bien. On voit bien, effectivement. Bon, on arrête de tortiller, il est temps de le placer en garde à vue. Monsieur Reynaud. Oui, je me suis disputé avec Laetitia ce soir-là au resto et après dans la voiture. Mais après, pourquoi elle a disparu? Moi, j'y suis pour rien. Ok. En attendant, on va fouiller votre appartement et votre voiture. Tiens. C'est quoi ces petites taches de sang, là, sur le plafond de votre Fiat? Et ces autres petites taches, là, sur le lavabo de votre salle de bain? Si c'est le sang de Laetitia, monsieur Reynaud, vous êtes cuit. Malheureusement, les analyses génétiques ne le confirment pas. Tu perds rien pour attendre, mon coco. Vous avez l'air de penser que j'y suis pour quelque chose en disparition de Laetitia, mais la vérité, c'est que moi aussi, je suis inquiet, hein. Comme vous, comme les gosses, comme sa mère. D'ailleurs, vous pouvez me donner mon téléphone portable? Merci. Je vais vous montrer les SMS qu'on a échangés avec Laetitia cette nuit-là. Regardez, on a échangé plein de messages, même le 1er janvier dans la matinée. Il y a un problème, monsieur. Vous nous avez dit que Laetitia est sortie de votre voiture pour s'enfuir et qu'elle a oublié son portable. Donc elle ne pouvait pas vous envoyer des messages, du coup. Et vous saviez que c'était pas la peine de lui envoyer un message, puisque elle n'avait pas son portable. Ah non, c'est pas ce que je vous ai dit. Je me suis aperçu qu'elle avait laissé son portable quand je suis revenu à la voiture, après avoir dormi 3-4 heures à l'hôtel, pas avant. Non, ça n'est pas ce que tu as dit la première fois. D'autres témoins qui étaient dans ce bar se manifestent. Une jeune femme qui était là avec une copine. Elle raconte qu'à partir du moment où le patron a viré Michael, il était là, dehors, à regarder à travers les vitres et à attendre qu'elle sorte. Et du coup, il a peut-être assisté à une drôle de scène. À un moment, cette fille-là, Laetitia, s'est mise à danser avec ma copine, genre collée serrée, vous voyez? À un moment, ils se sont même roulés une galoche. Bon, la Laetitia, elle était bien saoulée quand même, je suis pas sûr qu'elle savait vraiment ce qu'elle faisait. Et le mec, pendant ce temps-là, il était dehors, et il réclamait sa meuf. Il a même essayé de re-rentrer. Et à un moment, ma copine, elle est sortie, et elle lui a dit stop, quoi. Ça va, quoi. En vérité, les gendarmes commencent à savoir ce qui s'est passé cette nuit-là, grâce à l'ensemble des vidéos qu'ils ont pu collecter à Toulon. Ah oui, c'est piégeux, les vidéos. Maintenant que les villes, les bistrots, les restaurants et les particuliers ont décidé de coller des caméras partout,
Notre vie privée n'a plus de secret. Et la sienne, non plus. Bon, à 19h, ils arrivent au Havana. C'est un bar du centre-ville. Là, tu vois comme moi, qui commandent ensemble un verre au bar. Et tu regarderas, là, ils se donnent la main. Ils s'enlacent. Et vas-y que je t'embrasse. Regarde. Ils ont l'air amoureux. C'est quand même dingue, ça. Cette fille a porté plainte contre lui. Eh bien, elle passe le réveillon avec lui en amoureux. Ensuite, ils vont prendre possession de leur chambre d'hôtel au Best Western de Toulon. Sur la vidéo, on les voit arriver au comptoir, main dans la main, plus amoureux que jamais. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Et après, forcément, il n'y a plus d'image, puisque ça se passe dans la piole. Lui dit qu'ils ont bu du whisky coca à gogo et qu'ils ont fait l'amour. Et après, on les voit repartir en direction d'un restaurant face à la plage, où ils ont réservé une table. Et là, embrouille. Le patron leur demande de payer leur repas par avance. Ça les énerve. Alors ils quittent le restaurant et ils se rabattent sur le Dakota. Vous connaissez la suite, il la tire par les cheveux, elle lui casse un verre sur la tête, il répond par des coups de poing. Il quitte le Dakota à 1h32 du matin. La Fiat Fiorino de Michael Reno est ensuite filmée à 1h52 sur une avenue qui longe la corniche à Toulon. Tout semble indiquer qu'ils vont vers l'hôtel. Et tu vois, c'est là qu'il y a un problème, quoi. Parce que logiquement, cette voiture, on devrait la voir quelques secondes plus tard passer devant la caméra suivante, qui est à quoi 150 mètres. Et c'est pas le cas. La voiture apparaît pas sur la caméra suivante, elle n'apparaît qu'une demi-heure plus tard. Tu vois là, il est 2h22. Donc, eh ben, c'est à ce moment-là qu'il a tué, quoi. Lui dit que c'est là qu'ils se sont engueulés, qu'elle est sortie de la voiture et qu'elle est partie à pied. Mais j'ai regardé toutes les vidéos autour, dans le quartier, on n'a pas de femme à pied. Moi, si tu veux mon avis, elle n'est jamais sortie de la voiture. Et c'est pendant cette demi-heure-là qu'il l'a tuée. Mais les vidéos révèlent quelque chose d'encore plus déterminant. À 3h41 du matin, on voit Michael Reno revenir tout près de là où il prétend que Laetitia a claqué la porte. On le voit se garer sur un parking. Il reste plusieurs minutes dans la voiture. Et là, tu vois, il sort de la voiture et il prend le chemin de douanier qui longe la mer. Si tu veux mon avis, il est en train de chercher un endroit où se débarrasser du corps. Et alors, dernière vidéo, à 4h du matin, eh bien, tu vois, on le voit qui revient à l'hôtel et il est seul. Et 12 minutes plus tard, à 4h12, le téléphone de Laetitia cesse d'émettre. C'est donc lui qui l'éteint depuis sa chambre d'hôtel. Lui qui, pour l'instant, ne reconnaît rien de tout ça. N'empêche qu'il est mis en examen pour meurtre et il file en prison. Le lendemain, l'un des copains de Michael, un certain Geoffrey, vient voir spontanément les gendarmes. Voilà. Je voulais vous dire que j'ai vu Michael le lendemain de la disparition de Laetitia, le 2 janvier vers 20h, au bar des sports à la Croix. Il était complètement défoncé, il avait bu, je pense qu'il avait pris de la drogue aussi, bref. Et donc, ce soir-là, il m'a fait des confidences. Il m'a dit qu'il avait étranglé Laetitia avec la ceinture de sécurité de sa voiture. D'accord. Et il vous a dit où il avait mis son corps? Oui, au Montfaron, à Toulon. On avance, même si la suite n'est pas gagnée. Le Montfaron, c'est une forêt de plus de 1000 hectares, très escarpée. Trouver un cadavre là-dedans ne va pas être facile. Mais on va peut-être pouvoir utiliser une nouvelle vidéo. Un particulier qui habite sur la corniche et dont la caméra montre l'arrivée de Reno sur la route qui monte au Montfaron.
Donc là, eh bien, tu vois, il est 9h, il va vers le Mont Faron. Mais à partir de là, bien sûr, on perd sa trace. En revanche, on le voit repasser dans l'autre sens, là, regarde, à 10h23. Donc, en gros, il a passé 1h30 sur les hauteurs du Mont Faron. Et on peut penser que dans ce laps de temps, il a transpiré, soit parce qu'il a creusé un trou, soit parce que, je sais pas, il a porté le corps, parce que regarde, à l'aller, il a un pull, et au retour, 1h30 plus tard, ben, il est en t-shirt. Les gendarmes racontent tout ça à la juge, et elle décide de le faire extraire de prison pour lui coller tout ça sous le nez. Mais il y a un problème. Ça ne va pas être possible, madame la juge. Michael Reynaud a tenté de se pendre cette nuit dans sa cellule. Heureusement, il n'est pas mort. Le détenu qui partage sa cellule nous a alertés. On a pu le sauver. Mais là, je dois vous dire qu'il n'est pas en état d'être interrogé. Pas tout de suite. Lequel détenu, c'est intéressant, raconte que juste avant, Michael Reynaud lui a confié qu'il l'avait étranglé Laetitia Emery. Bon ben, on va attendre qu'il se remette. Ça prend un peu de temps. Mais 15 jours plus tard, le voilà face à la juge. Elle pose tout sur la table, tout ce qui l'accuse. Et lui, il comprend que c'est fini. Eh bien oui, c'est moi qui l'ai tué. Dans quelles circonstances? Eh bien on était dans la voiture, on s'est engueulé comme souvent, et à un moment elle m'a dit « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Je n'ai pas supporté, alors je me suis garé, je suis descendu. J'ai fait le tour de la voiture, j'ai ouvert la porte, et je l'ai étranglé avec ma ceinture. Vous vous souvenez combien de temps ça a duré? Je veux dire, l'étranglement? Ben, je dirais au moins 3 minutes. Et après? Eh bien après, j'ai pris le volant, et plus loin, je me suis arrêté, j'ai mis le corps dans le coffre. Je ne pouvais pas la laisser sur le siège passager, vous comprenez? Et ensuite, il dit qu'il est allé dormir quelques heures. Il dit qu'il était saoul, qu'il ne réalisait pas. Et que quand il s'est réveillé, il a pris conscience de son geste. Et qu'après, il s'est débarrassé du corps sur les hauteurs du Mont Faron. Bien, monsieur Reynaud, regardez cette carte-là. Sur l'écran. Vous l'avez mis où, le cadavre? Là, je crois, à cet endroit-là. Et il emmène les gendarmes sur place. Et on découvre le corps de Laetitia, une ceinture autour du cou. Il l'a tuée. Une maman de 4 enfants, 3 d'entre eux, les plus grands, étant par ailleurs orphelins de père. C'est une tragédie. Une tragédie. Le rapport d'autopsie révèle de nombreuses ecchymoses sur le corps. Mais impossible de dire si elles sont anciennes ou liées au meurtre. Et l'examen des poumons confirme une strangulation. Et maintenant, on va le juger pour le meurtre, mais pas que. On le jugera aussi pour les violences conjugales dénoncées par la plainte de Laetitia. Et aussi pour les vidéos de leur partie de jambes en l'air qu'il a envoyées au fils aîné. L'addition va être salée, mon coco. Le procès de Michael Reynaud s'ouvre le 2 octobre 2022 à Draguignan. Il entre dans le box le crâne rasé et le bouc grisonnant. C'est la première fois depuis le meurtre qu'il fait face aux enfants de Laetitia. Il les connaît. Et eux aussi le connaissent. Il leur a pourri la vie pendant des mois. Et pourtant, ses premiers mots sont pour eux. J'aurais jamais pensé que ma relation avec Laetitia n'arrive jusque-là. Je pense aux enfants. Souvent. J'ai semé le chaos. Il n'y a aucune raison valable pour frapper une femme. Et encore moins la tuer. Depuis le début, on se demande pourquoi Laetitia est revenue avec ce type qui l'avait battue et contre lequel elle avait porté plainte. Pourquoi a-t-elle passé la nuit du réveillon avec lui? Pourquoi ces images qui la montrent main dans la main avec lui, visiblement amoureuse, alors qu'elle avait promis à ses enfants que c'était fini, fini, fini? L'une des collègues de Laetitia à l'hôtel où elle travaillait vient apporter à la barre
un début d'explication. Eh bien, un jour, elle est venue me dire que, la veille, il l'avait arrêté sur le chemin de l'hôtel, qu'il avait un bouquet de fleurs à la main, qu'il avait mis un genou à terre devant elle et qu'il l'avait supplié, qu'il lui avait demandé de lui redonner une chose. Et elle était assez fière de ça. Elle avait l'air contente, la pauvre. Si elle avait su. Voilà comment les deux se sont rabibochés dans le dos des enfants. Elle ne leur a rien dit. Et puis vous vous souvenez du co-détenu qui l'a sauvé du suicide en prison. À la barre, il vient en rajouter un peu. Moi, il m'a dit qu'après l'avoir étranglé, il avait violé, post-mortem, comme on dit. C'est la première fois qu'il le dit. Et il n'y a rien dans le rapport d'autopsie qui le confirme. Bon. Et puis au cours du procès, on rappelle qu'il a un passé. Je vous l'ai pas encore dit ça. Il a déjà été condamné 4 fois pour des violences conjugales. À la fin, l'avocat général réclame 30 ans et il est suivi par les jurés. 30 ans, sans peine de sûreté et sans aucune obligation de suivi socio-judiciaire. Pourquoi faire? C'est pas un pervers, ce gars-là, hein? Il n'a pas la violence dans le sang. Il n'est pas dangereux. Il a qu'à faire sa peine de prison, disons, 15 ans sur les 30, et puis il sortira. Ça l'aura calmé. Peut-être, mais pas sûr. Un suivi socio-judiciaire ne lui aurait pas fait de mal. Vous avez aimé cette histoire? Christophe Ondelat vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'histoire de Laetitia Emery, tuée le matin du 1er janvier 2020 à Brignoles dans le Var par son ex, Michael Reynaud, qui a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Et je débriefe cette affaire avec vous, maître Hervé Andréani. Vous étiez l'un des avocats de Michael Reynaud. Je voudrais savoir comment vous le décririez, votre client. Moi, j'ai tendance à dire grand pervers manipulateur, mais je le connais pas, et vous, si. Oui, je le connais forcément, et j'ai tendance à vous dire que c'est surtout un sujet d'étude pour la psychiatrie. C'est un profil assez particulier, c'est quelqu'un qui peut faire du mal, beaucoup de mal, et qui en même temps est capable de se rendre compte avec un retard certain. C'est-à-dire qu'il se rend compte, après avoir fait du mal, le mal qu'il a fait. Vous savez, les derniers mots qu'elle m'a dit quand je l'ai quitté le soir de sa condamnation aux assises, c'est « je sais le mal que j'ai fait et je mérite ma peine ». Je veux vous dire que c'est extrêmement rare de défendre quelqu'un et d'entendre son client vous dire je sais ce que j'ai fait, je mérite ma peine. Et c'est ça, c'est avec le recul, il se rend compte de ce qu'il a fait, il se rend compte du mal qu'il a fait, mais avec un effet retard qui fait que le mal est quand même commis. Voilà. Mais c'est sincère, vous pensez que c'est sincère? Je pense que c'est sincère, oui, parce que regardez, en garde à vue, il a nié face aux gendarmes parce qu'il était pris, je dirais, avec toutes les apparences qu'il accusait. Mais il va quand même se confier à un ami de bistrot, se dénommé Geoffrey. Il va quand même avouer avec quelques jours de retard. Il n'est pas obligé. Ensuite, quand il est mis en examen et quand le juge lui présente les éléments à charge comme vous l'avez relaté, il n'est pas obligé non plus de dire où il a laissé le corps. On pourrait être encore en train de chercher le corps de Laetitia Emery si M. Reynaud n'avait pas été en mesure de dire « je l'ai jeté d'une falaise à tel endroit ». Donc on a un homme, en fait, si je comprends bien, qui est un peu fendu en deux, avec une part très sombre, très noire, et une part plus humaine. La part d'humanité qui est en lui est importante. C'est vrai qu'il y a une phase très sombre et violente et brutale, mais il y a une phase d'humanité qui est qu'après avoir fait le mal, je me rends compte que je l'ai fait.
C'est à mon avis le point le plus important et le point le plus marquant de la personnalité de M. Reynaud. Les psychiatres, les experts psychiatres et psychologues, qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est un pervers narcissique? Oui, pervers narcissique, comme c'est souvent le cas dans toutes les expertises relatives à des crimes que l'on appelle à tort crimes passionnels. Mais ce qui est important dans les rapports d'expertise, c'est que les experts disent, écoutez, à défaut de remise en cause, peut-être que cette personne ne sera pas curable. Et en réalité, les experts psychiatres qui l'ont examiné n'ont pas pris le soin de se rapprocher des médecins psychiatres qui travaillent avec la maison d'arrêt de Toulon où il était détenu. Ils auraient appris, s'ils avaient consulté leurs confrères, que dès le premier jour de son incarcération, il a demandé à voir un psychologue et à se faire prodiguer des soins psychiatriques, dès le premier jour. Donc l'analyse qui consiste à dire, à défaut de remise en cause, difficilement curable, cette analyse est fausse. Il a souhaité, dès le premier jour, subir un traitement et se soigner. Ce qui correspond à sa dernière phrase, « Je sais le mal que j'ai fait, et je mérite ma peine ». Sous-entendu, je vais tâcher de m'améliorer en tant qu'homme. Ouais. Oui, mais du coup, le fait que les assises ne décident pas de le contraindre à un suivi socio-judiciaire, c'est-à-dire l'obliger à travailler sur sa personnalité en détention et surtout après sa sortie de prison, c'est une dinguerie, ça. Écoutez, je suis malheureusement pas responsable de la peine, mais oui, je m'en doute. Mais je vais vous dire, ce que je pense, c'est qu'en lui accordant une peine très lourde, la Cour a sans doute voulu s'exonérer de ces questions de détail d'exécution des peines. Mais le fait est qu'un jour, juste des petites questions des peines se posera la question de savoir est-ce que M. Reynaud, aujourd'hui, est la même personne que celle qui a commis les faits en 2020, et est-ce qu'elle mérite, je dirais, de retrouver sa place parmi les autres humains? Vous dites peine très lourde. 30 ans, c'est la peine maximale pour meurtre, mais pas de peine de sûreté. C'est-à-dire que potentiellement, il pourra demander à mi-peine une libération conditionnelle. Il y a de la mensuétude là-dedans. Mais vous savez pourquoi il n'y a pas eu de peine de sûreté? C'est parce que nous avons pu, je pense, démontrer que, contrairement à ce que disait l'expert psychiatre qui l'avait examiné, il fait l'effort de reconnaître ce qu'il a fait et il est accessible à une sorte à des soins curatifs puisqu'il en fait lui-même la demande. On ne peut pas être soigné de ce genre de problème contre son gré, mais si la personne en fait la demande, elle est accessible à un traitement. Et je pense que c'est donc on a cru à sa sincérité dans la démarche curative, quoi. Je pense que la Cour a compris que sa démarche était sincère. Je pense qu'elle a compris qu'il y avait un effet retard entre le fait criminel et ensuite le regard sur lui-même. Et je pense que M. Reynaud a porté sur lui-même un regard très dur. Comment on peut plaider dans un dossier comme celui-là? Parce que tout paraît joué d'avance. Il a toujours été violent avec elle. Il a envoyé des vidéos porno à son beau-fils. Il l'a étranglé. Il a dissimulé le corps. Il l'a possiblement battu juste avant. Il l'a peut-être violé post-mortem. Qu'est-ce qui est audible quand on veut défendre un homme comme ça? Écoutez, c'est extrêmement difficile, évidemment. Mais il faut mettre en avant les éléments d'humanité d'une personne. Et il est rare qu'un accusé n'en ait pas. Et en l'occurrence, je pense que la partie humaine de Michael Reynaud était quand même assez intéressante, dans la mesure où il reconnaît. Il reconnaît ses fautes, il reconnaît les faits criminels, il a un sentiment de culpabilité énorme vis-à-vis des 4 enfants de Laetitia Emery. Il l'a manifesté sans que ses avocats aient eu besoin de lui demander de le faire. Et cette part d'humanité, elle est là, malgré le crime. Donc je pense qu'on peut lui laisser cette chance de laisser apparaître cette facette de sa personnalité, même si l'autre partie est abominable. Alors parlons de Laetitia Emery maintenant. Comment est-ce qu'elle est devenue dépendante d'un gars comme ça qui lui faisait du mal? Elle était forcément fragile pour être soumise aux manipulations d'un pervers pareil. Écoutez, manipulateur, oui, peut-être, mais c'était pas non plus un génie de la manipulation. Donc je pense qu'il y avait une attirance réelle entre ces deux personnes. C'est souvent le cas dans ces relations qu'on peut qualifier de toxiques, dans ces relations passionnelles.
qui dégénère sur fond d'alcool, de drogue. À un moment donné, on parle d'une consommation dans le dossier de 1 litre de whisky, d'une bouteille de whisky par jour, entre les deux, entre Laetitia et Michael Reynaud. C'est colossal. Il y avait quand même des relations qui étaient fondées sur une espèce de folie, de dépendance totalement déraisonnable. Il y a un contraste énorme dans la personnalité de Laetitia Emery entre sa vie de famille, sa vie personnelle et cette relation qu'elle avait avec M. Reynaud. Parce que c'était une bonne mère de famille, on est d'accord là-dessus. C'était une mère de famille exceptionnelle et ses enfants sont des garçons exceptionnels. Ces enfants, je les ai vus pendant toute l'audience face de moi, c'était des garçons mais d'une éducation, d'une qualité, je veux dire, raisonnable, c'était exceptionnel, même ceux qui étaient mineurs. Je dirais, j'ai été particulièrement ému par la présence de ces enfants à l'audience, mais quand on voit ces enfants, on ne comprend pas Laetitia Emery. Il y a une facette dans chaque personnalité qui est un peu étrange et qui échappe même à ses proches. Parce que les aînés, en plus, les 3 aînés, ils sont orphelins de père. Donc oui, ils se retrouvent après ce drame totalement orphelins de père et de mère. Ah mais c'est abominable. Je pense que c'est un peu le sens de ce qu'a dit Michael Reynaud quand il a quitté le palais de justice. Non, je sais le mal que j'ai fait. Il sait le mal qu'il a fait en voyant le visage des enfants de Laetitia et en voyant le visage des enfants de Laetitia qui ne sont pas marqués par la haine ou la vengeance. Il n'y a pas de haine de leur part pendant le procès. Non, enfin, on ne la voit pas, quoi. Aucune manifestation de haine, de violence, d'énervement, d'agressivité. Ce sont des enfants qui ont un respect pour le système pour la justice et pour le principe de condamnation de la cour d'assises qui est exceptionnel. C'est un cas de figure que l'on rencontre rarement. Alors il y a un passage qui évidemment je trouve très caractéristique. C'est une affaire très récente, donc elle reflète notre époque. C'est qu'il tombe à cause des caméras vidéo. Et on s'aperçoit qu'à Toulon, il y en a tous les 100 mètres, partout. Et que tout le monde est filmé tout le temps. Oui, mais ça, c'est une dérive de notre temps. Et parfois, on peut estimer que c'est un élément positif. Parce que sinon, remarquez, petite amie de Laetitia Emery, connue de beaucoup de gens, les efforts pour que les soupçons se tournent vers Michael Reynaud n'auraient pas été très difficiles même sans les caméras. Oui, même sans caméra. Je voulais qui d'autre que Michael Reynaud, qui a une discussion violente avec Laetitia Emery dans ce restaurant, pouvait être le suspect numéro 1. Oui. Qui d'autre? Oui. Mais enfin, ça nous permet de savoir à peu près où il a jeté le corps, avant même que lui n'indique où il l'a mis. Oui, mais bon, le forum, comme vous l'avez indiqué, 1000 hectares, oui. Une colline qui culmine à 600 mètres d'altitude, avec beaucoup de recoins, de petits chemins et de broussailles. C'est impossible de trouver il est absolument impossible de trouver le corps si Michael Reynaud n'indique pas à quel endroit il a procédé à cette dissimulation. Il n'y avait absolument aucune chance de retrouver le corps. J'étais ravi de discuter avec vous, maître Hervé Andréani. Merci beaucoup d'avoir accepté de commenter cette histoire toute fraîche. C'est toujours plus compliqué de revenir sur une histoire très récente plutôt qu'une histoire ancienne. Je me vengerai en vous racontant une histoire du 19e. Ça détendra tout le monde. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.